il faudra rechercher un point. Donc là, on a à peu près corrigé un peu plus de 50%. Dès qu'on a à 62%, ça sera un point intéressant d'essayer de rechercher un point, un signal d'achat pour essayer d'acheter dans la zone des 62%. Alors, par exemple, évidemment, je fais de la publicité pour mon séminaire demain. On fera justement ça dans le séminaire Trading et Day Trading avec les vagues d'Elliott, où j'expliquerai quels sont les petits trucs qui permettent d'affiner ces points-là. Mais globalement, on achèterait dans une zone ici qui se situe à 1280, etc., à 62%. On rechercherait plutôt un point pour acheter et jouer la hausse. Le gros point à surveiller, ça sera ici. C'est les 1550, je crois, de mémoire qu'il faudra dépasser, ce creux-là. Et dès qu'on aura dépassé ce creux-là, donc ça veut dire que tout de suite ici, on est en 1, 2, on va aller faire la 2 peut-être un peu plus sérieuse comme ça. 3 qui va monter ici à 1680, 1700. 4 qui va stagner, et on va continuer après à la hausse, etc. etc. Donc plutôt haussier. Évidemment, comme mes autres collègues, si ça casse tel niveau, si ça casse tel autre niveau, ça remet en cause, ça redistribue les cartes. Comme je vous l'ai dit, personne ne peut sérieusement prétendre prévoir l'avenir. Donc on sait très bien que, ah bah oui, mais si ça casse ça, c'est fini. J'efface tout, je me suis trompé. Très bien. Si ça casse évidemment les 1200, bah c'est à ce moment-là, c'est qu'on est engagé un mouvement assez baissier. Donc effectivement, on ira vers le niveau des 1000, qui est un gros support, à mon avis, puisque c'est la vague 1. Ici, on stagnera à nouveau, on rebondira, on repartira, mais a priori, on sera engagé un mouvement relativement bien baissier. Pour l'instant, c'est pas ce que je pense. Pour l'instant, c'est pas ce que je pense. Tout de suite, je suis plutôt flat. Très scalping, je jouerais plutôt, mais là il faudrait zoomer en daily ou en intraday pour voir un peu ce jeu-là et jouer peut-être la correction. Ouais, ici, c'est pas super clair, mais après une correction, là peut-être d'ici lundi on va remonter peut-être un peu en dessous à 1390 et derrière un peu plus haut par ici, et après on va descendre tout doucement, donc ça sera peut-être plutôt jouer une petite correction très court terme ici, avant de repartir à la hausse, et c'est surtout le mouvement des 1450 cassés qui devrait nous en permettre de partir à la hausse, que moi j'essayerais plutôt de jouer de manière favorable. Donc, plutôt haussier, assez favorablement. J'attends des points qui viennent casser, mais normalement c'est plutôt cette stratégie-là que j'essayerais de toucher. Voilà. Donc l'euro à 40, quoi. Plus ou moins. Alors, pétrole. Très bien. Ouais. Pétrole. Ouais, oui. Si tu veux. Ça fiche ça? Non, c'est pas ça. Et là. Silver. Ouais. Alors voici le graphe du Brent. En fait, on peut distinguer une sorte de triangle ascendant qui est en place depuis quelques années. On a une très belle droite de support ascendante qui soutient les cours, qui est aux environs de 103 $ actuellement. Et au niveau de la borne haute, on a un double intérêt. C'est donc ce niveau horizontal qui a été touché à 3 reprises, aux environs de 114-115 $. Et ce qui est très intéressant, c'est bon, là on est sur un graphique logarithmique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce niveau se confond avec le 4e retracement de Fibonacci à 76,4%. De la baisse qui avait été très violente en 2008 entre 140 et 32 $. Donc clairement là on a une baisse des mouvements, une baisse des amplitudes. Les cours commencent à être vraiment à se rapprocher de l'apex. L'apex c'est le point de jonction entre les deux bandes de ce triangle. On devrait en sortir, forcément. Étant donné la présence d'un petit canal ascendant à court terme, ici, là, j'aurais tendance à penser que le mouvement devrait se faire par la hausse. Mais un triangle ascendant, normalement, se fait par le haut. Mais on a également des cas, des fois, où ça ne fonctionne pas. Donc moi, je serais quand même plutôt haussier. Après, je suis pas sûr qu'on aille forcément tout de suite accélérer et atteindre l'objectif théorique de ce triangle. D'ailleurs, si on fait le calcul de cet objectif, il suffit en fait de reporter la hauteur de la bouche au point de cassure, et ça nous donne l'objectif théorique. Là, on a une amplitude qui va de 50 à 115, 65, 115, ça fait à peu près 180 $. Un horizon, bon là on est sur un graphique hebdomadaire, donc si jamais ça se réalisait, ça pourrait prendre évidemment plusieurs mois, voire plusieurs années, mais je suis pas sûr qu'on aille forcément aussi haut. Il y a comme déjà, dans un premier temps, le top historique à 140 qui limiterait le potentiel de hausse. Et surtout, il y a également, si on fait un petit peu de fondamental, il y a quand même un certain équilibre entre l'offre et la demande qui
a tendance à contenir les cours dans une grosse zone 80, 85, 130. Oui, mais toi, tu es athée de charte. Bien sûr. Alors, tu fais fondamental, hein. Non, mais bon, ça fait pas de mal d'en parler un petit peu. Et donc, je pense que arriver sur les plus hauts, si jamais on y arrivait, donc à 140, je pense qu'il y aurait quand même une pression vendeuse, ne serait-ce que parce que c'est un top historique et parce qu'il y a aussi ces contraintes d'équilibre entre l'offre et la demande. Ça a comme un effet très inflationniste et récessif. Donc, si on peut pas, je pense qu'on ne pourrait pas se permettre de passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur des niveaux excédant les 140, 150 $. Donc, plutôt haussier, donc à court terme. À court terme, je vois assez rapidement une cassure des 115 et donc un retour sur les 120, 125 vers la bande haute du canal vert de court terme. Ensuite, une consolidation qui ramènerait les cours vers 115, voire 110. On pourrait très bien ressortir un petit peu du canal, voire venir s'appuyer sur la bande basse du triangle avant de repartir vraiment pour faire le mouvement haussier qui pourrait conduire les cours vers 140. Donc voilà plutôt mon scénario à court moyen terme sur le Brent. Vas-y, c'est plutôt haussier. Aussi à court terme, après un pullback. À condition qu'on casse, après un petit pullback. Voilà. Avec condition qu'on casse. Voilà, évidemment. Donc tu achètes à partir sur le pullback. Je pense qu'on peut même acheter dans le canal, quitte à couper si on voit que ça consolide. Le petit canal qu'on fait là, voilà. le tout petit. Voilà, non. Ou la comment ça s'appelle, la diagonale du triangle là. Là, je pense qu'on peut déjà se positionner à très court terme et après voir en fonction de si ça casse ou si ça casse pas, tout simplement. D'accord. Gérer la position au sein du canal et au contact de la bande haute du triangle. Et ensuite, on joue l'objectif. Donc, dans un premier temps, on joue 120, l'eau du canal à peu près, 120, 122. Ensuite, ça consolide, donc on peut peut-être s'alléger, reprendre position sur le pullback à 115, s'il se produit, et derrière, on peut avoir un gros mouvement qui pourra amener les cours vers 140. 140, voilà, d'accord. Potentiellement. Ok, ça marche. Très bien. Merci. Adrien? Alors moi, en fait, j'ai plutôt un graphique de WTI, donc je vais pas comment on fait ça. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt un graphique donc, du WTI, alors, déjà, je vous dis, je ne suis pas forcément très très bon comme analyste sur le pétrole. Je regarde, mais ce n'est pas quelque chose qui me branche comme actif à trader. Il me semble, en fait, les facteurs de sensibilité sur le pétrole, nous avons toujours des événements géopolitiques, donc ça c'est quelque chose qu'on peut jouer, notamment, le cas récent, c'était avec la Syrie. C'est du bruit sur le marché. Il y a des périodes où on peut monter fortement avec des craintes d'une guerre quelque part dans le monde. Mais ces phases ne sont jamais, ces dernières années en tout cas, ne sont jamais soutenues. Donc il ne faut pas oublier ça. Il y a énormément de spéculateurs sur le marché qui jouent le cas syrien. Le moment où, si l'on devait avoir vraiment des frappes en Syrie, ce serait probablement le moment de vendre le pétrole. Fondamentalement parlant, en fait, on regarde la demande dans le monde, l'offre et la demande. Il me semble en fait que nous avons une demande aux États-Unis, en Europe, dans la plupart des pays développés, une demande plutôt molle, une offre surtout aux États-Unis qui est censée augmenter. D'ailleurs, les États-Unis ils semblent devenir le premier pays producteur de pétrole en 2014. Et donc, déjà... Non, ils deviennent premier producteur d'énergie avec le gaz de schiste. Oui, mais aussi du pétrole. Oui. Donc, pour moi, en fait, honnêtement, fondamentalement parlant, je pense qu'en fait, le vrai prix fondamental de l'or, du pétrole, excuse-moi, c'est plutôt vers les 90, 85 peut-être dollars. Donc honnêtement, on regarde ici, analyse technique, on voit en fait une première tentative de cassure des 110, ça passe pas. Depuis en fait, on monte en baisse ces dernières séances. Je pense qu'en fait sous les 110, honnêtement, j'ai pas forcément un biais très favorable sur le pétrole. Et justement, pour monter au-dessus des 120, donc ça c'était le pic de 2011, pour moi, ce serait vraiment un mouvement qui, par la suite, va nous donner un retour vers les 90 ou à la limite 100. Donc, honnêtement,
si je devais choisir une stratégie, c'est essayer d'attraper un excès du marché au-dessus de 110, pour ensuite jouer une baisse vers les 100, même peut-être les 98, comme vous voyez, ce sont des supports techniques. Fondamentalement parlant, en fait, je pense que le pétrole, c'est quelque chose qui est lié à la croissance, qui peut monter fortement avec des questions géopolitiques. Donc, si vous jouez le pétrole, vous jouez des périodes où, effectivement, nous avons un sujet brûlant sur le marché, les spéculateurs, ils montent sur le marché. Ça peut vous donner donc des phases haussières comme ça. Sinon, honnêtement, le moment où on commence sérieusement à reparler de l'offre, eh bien, on voit en fait très bien que là, on est plutôt sans tendance et donc j'ai pas forcément un avis très très favorable. Je pense pas en fait, par exemple, qu'on va forcément voir une nouvelle impulsion au-dessus de 110, au-dessus de 120 pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques. Je pense que c'est juste un marché de range où quand ça baisse fortement, on achète et quand ça monte, et on a surtout en fait pour expliquer cette montée, c'est un cas syrien. À mon avis, ce mouvement, on ne va pas forcément perdurer. D'accord, voilà. donc on se résume, plutôt baissier, surtout si on reste sous 110. Tu vois pas du tout de hausse possible ou médiocre, modeste, ça peut toujours casser évidemment, mais tu es plutôt baissier et plutôt casser, retour à vers 100, voire 90. Voilà, je pense fondamentalement le prix correct. D'accord, fondamentalement, d'accord, ouais. 90, 85. C'est pas ma tasse de thé fondamentale, mais d'accord. Et techniquement, bah, tu expliques plutôt les mouvements par des raisons fondamentales plus que des impulsions de mouvements graphiques, etc. D'accord, Voilà. ok, j'ai entendu. Philippe? Alors, WTI ou Brent? C'est un peu... De toute façon, le graphique est très... C'est la même chose. De toute façon, j'ai une conclusion qui n'est pas très différente de celle qui vient d'être énoncée. Moi, je déconseille aux particuliers d'opérer sur le pétrole. Le pétrole, c'est un marché professionnel. Ça se traite entre le WTI contre le Brent, une échéance contre une autre. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Vous ne possédez pas les informations nécessaires. Alors moi, j'avais regardé en préparant la conférence d'un point de vue technique s'il y avait une tendance haussière ou baissière. En plus, la tendance est neutre pour moi. Et donc, je réitère ce que je viens de dire. Je vous déconseille d'intervenir sur le pétrole, tout comme je leur ai dit si on avait traité l'argent. L'argent, c'est un marché qui se fait entre 3 ou 4 principaux acteurs, et donc c'est un marché tout à fait à déconseiller à des particuliers. Mais quand même, est-ce que... Mais alors, je comprends que c'est manipulé, tu dis que c'est un peu manipulé, on n'a pas les mains pour pouvoir intervenir, mais est-ce que ça empêche que graphiquement on puisse voir les grosses mains, ce qu'elles font, et essayer de se mettre dans leur sillage? Non, je pense qu'il faut, quand on regarde un graphique, c'est pour investir, c'est pour faire des plus-values, c'est pour gagner de l'argent. Donc pourquoi aller se prendre la tête avec un marché sur lequel on a très peu de chances de faire des plus-values, alors qu'il existe d'autres actifs financiers sur lesquels il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent. D'accord. Ok. Alors, moi je vais résumer un petit peu ce que je dis sur le pétrole. Il y a des éléments sur lesquels je suis relativement d'accord. Sur le très court terme, ça paraît, parce que ça c'est une figure, on voit quand même qu'entre le WTI et le Brent, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas tout à fait le même graphique. C'est le graphique d'Adrian, c'est le graphique qui se passe ici. C'est en 2012. Donc vous voyez que cette partie-là est pas similaire sur le Brent à celle du WTI. Je peux faire un petit point là-dessus. Oui, En fait, il y a eu un sacré élargissement du spread à partir de 2011 et qui s'est résorbé récemment, parce que là, maintenant, il y a un spread de 2-3 $. Et ce spread était dû en fait à l'engorgement du principal terminal pétrolier à Cushing, dans l'Oklahoma du Sud. Et il y avait un problème en fait d'acheminement du pétrole auprès des raffineries de la côte du Golfe du Mexique. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros écart qui s'est construit en 2011. Et c'est pour ça que le graphique n'a vraiment rien à voir. C'est vrai que le Brent est beaucoup plus bullish quand on le voit
que le WTI qui est vraiment resté dans une sorte de gros range et qui ne donne pas forcément de signaux très clairs, en tout cas à court terme. Donc, mais c'est vrai que ce spread s'est résorbé et maintenant il traite vraiment sur des niveaux assez similaires. Bon, outre le spread, on voit que quand même, ce qui est important, enfin surtout pour les yachtistes comme moi, ce qui est important c'est le mouvement des vagues, les reliefs. Donc évidemment, si un relief est différent d'un autre, ça peut changer tout à fait la configuration et la physionomie d'éléments. Même si le spread se réduit, même si le spread s'élargit pour des raisons fondamentales, etc., et qu'on peut associer un petit peu, voir les mouvements être plus ou moins forts, là on voit quand même que c'est assez différent cette partie-là ici, parce qu'on n'a pas sur le même graphique, à cette partie-là. Ici, on a un grand mouvement baissier avec une ABC qui corrige ça et une deuxième C. On a vraiment une correction. A priori, ça laisserait supposer qu'ici, on est topish. Donc là, c'est le WTI, WTI. On a ici topish qui laisserait supposer que normalement, on va repartir à la baisse. Donc effectivement, comme Adrian le disait, on n'est pas très haussier. Alors il y a des raisons fondamentales, je suis d'accord avec lui, mais même si c'est pas ma tasse de thé, et donc on serait plutôt à partir, en attendant des confirmations. Donc évidemment, casser la zone des 101, 101,50, et également la zone des 98, mais ça serait plutôt très baissier. En revanche, donc là voilà ce qu'on aurait plutôt tendance, c'est donc une mouvement très baissier ici, une grosse vague de correction ici en A, B avec ABC ici, et la B et la C ici avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc a priori on serait très baissier, casser 101,50, etc. et accélérer à chaque fois. Donc 101,50, ici la zone des 90, ici la zone des 87, etc. des 80, etc. et taper à chaque fois. Donc on serait très baissier sur un terme court terme et sur le WTI. Si on regarde en revanche le Brent, on s'aperçoit, je suis pas d'accord avec Philippe, que la tendance est plutôt haussière. Vous prenez depuis 2009, alors là, une très forte baisse, et puis 2009, on voit qu'une remontée pas très forte, effectivement, par rapport à cette décrue très violente.